Partie 3, chapitre 3, sur la vulgarisation. Première sous-partie, la littérature peer-reviewed est la seule source valable de preuves scientifiques pour le public. Dans les épisodes précédents, tu as vu que le couple recherche universitaire plus éditeur peer-reviewed, ensemble, constitue un mécanisme satisfaisant. Les éditeurs peer-reviewed apportent en effet les rouages manquants, permettant alors d'en faire un mécanisme suffisamment fiable. La conséquence de tout cela, c'est que seuls les textes publiés par des éditeurs peer-reviewed sont le résultat de ce mécanisme complet. Les éditeurs peer-reviewed réputés sont donc la seule source valable de preuves scientifiques pour le public. Ce que tu dis là, c'est la condition nécessaire pour s'informer auprès de la production résultant du mécanisme que tu m'as décrit jusqu'ici. Mais est-ce qu'il n'existe pas des mécanismes alternatifs pour la recherche ? Après tout, ne pourrait-on pas imaginer une institution de recherche qui remplisse à 100% les 3 critères d'indépendance et dont la production n'aurait du coup pas besoin d'être soumise à ce mécanisme des journaux scientifiques peer-reviewed? On pourrait en effet imaginer une telle institution. Mais pour le public, le besoin de s'assurer de la rigueur scientifique persiste. Encore une fois, le public n'est pas en mesure d'évaluer ces choses par lui-même. Il faut donc obligatoirement que ces vérifications et incitations à la rigueur fassent partie intégrante du mécanisme. Donc je persiste. Toute information scientifique présentée au public doit obligatoirement découler d'un texte publié par un éditeur peer-reviewed réputé. Objection, votre honneur. Est-ce que cette règle s'appliquerait aussi à un chercheur lui-même, s'exprimant devant le public ? Par exemple, imaginons un chercheur interviewé par un journaliste ou un influenceur. Est-ce que toutes les affirmations scientifiques de ce chercheur scientifique doivent obligatoirement pouvoir être retracées elles aussi jusqu'à un texte peer-reviewed ? Absolument. Fie-toi au mécanisme, pas aux individus. Lorsqu'un chercheur partage des résultats scientifiques pourtant inédits auprès d'un éditeur peer-reviewed, ce chercheur court-circuite le mécanisme. Il opère donc en dehors de tout mécanisme permettant d'assurer au public la rigueur scientifique de ses affirmations. Tu ne dois donc pas t'y fier. Oui, mais j'ai la certitude que ce chercheur n'a pas de conflit d'intérêt, et c'est un chercheur prestigieux. Ça ne change rien au problème. Il est vrai que dans les épisodes précédents, j'ai mis l'accent sur le biais de conflit d'intérêt. Mais il n'y a pas que ce biais-là. Les chercheurs sont des humains. Ils ont leur idéologie, leur certitude et leur ego. Tout cela n'est pas un problème. La méthode scientifique est justement là pour contrer tous ces biais. Mais sans le contrôle de la rigueur scientifique, effectué par le peer reviewing, ces biais peuvent inconsciemment reprendre le dessus. Ok, donc pour résumer, toute information scientifique présentée au public doit pouvoir être retracée jusqu'à un texte peer-reviewed. Cette obligation s'applique aux vulgarisateurs, mais aussi aux chercheurs eux-mêmes. En effet, lorsqu'ils s'adressent au public, la déontologie les oblige à ne citer que des informations peer-reviewed. Exactement. Mais la revue par des pairs, ça peut être très long. Typiquement, on l'a vu, ça peut prendre 3-4 mois, voire parfois plus, jusqu'à 6 mois. Lorsqu'il y a des vies en jeu, est-ce qu'il n'est pas légitime qu'un chercheur court-circuite ce processus normal et alerte immédiatement le public avec ses résultats pas encore peer-reviewed ? Sinon, on va l'accuser de garder des informations secrètes qui pourraient sauver des vies. Bien vu. Lorsqu'il y a urgence pour sauver des vies, cela peut en effet être légitime de s'adresser au public pour parler de résultats d'études pas encore peer-reviewed. Par contre, soyons clairs, après que plusieurs mois se soient écoulés, ces résultats inédits doivent être considérés comme périmés. En effet, suffisamment de temps s'est écoulé pour que la revue par des pairs ait pu avoir lieu. Si ça n'est toujours pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Dit autrement, il est acceptable pour un chercheur de lancer l'alerte avec des résultats inédits. Mais quelques mois plus tard, ces résultats doivent être reconsidérés à la lumière de ce qui a été revu par des pairs. Et du coup, pendant la crise du Covid, était-il acceptable pour des chercheurs de s'adresser au public avec des résultats inédits, enfin je veux dire des résultats pas publiés dans un journal peer-reviewed? D'après ce que je viens de dire, oui,
Mais en réalité, non. Oui, mais pourquoi non alors? Eh bien parce que pendant la crise de Covid, les journaux scientifiques se sont engagés à significativement réduire le temps de revue par des pairs. Concrètement, ils ont réduit de moitié le temps passé. Cet engagement allait nécessairement avoir pour conséquence une revue par des pairs de moins bonne qualité. Tu as d'ailleurs sans doute entendu parler de certains gros ratés du peer reviewing pendant la pandémie. Ces gros ratés étaient la contrepartie inévitable d'un processus accéléré. Cependant, les journaux scientifiques ont tout de même jugé cette approche comme pertinente. Pourquoi ? Parce que malgré l'urgence et les vies en jeu, ils voulaient permettre au public et aux décideurs de baser leur choix sur des informations revues par des pairs. Une revue de moins bonne qualité, certes, mais bien mieux que pas de revue du tout. Pour conclure, toute information scientifique présentée au public doit obligatoirement pouvoir être retracée jusqu'à un texte publié auprès d'un éditeur peer-reviewed réputé. Cette obligation s'applique à tout le monde. Elle s'applique aux vulgarisateurs, mais aussi aux chercheurs eux-mêmes lorsqu'ils s'adressent directement au public. En période d'urgence, lorsqu'il y a des vies en jeu, certaines entorses peuvent être faites à ce principe, mais à terme, l'obligation persiste. Partie 3, chapitre 3 sur la vulgarisation. Deuxième sous-partie. La méthode de vulgarisation est très facile. Mais il faut l'appliquer quand même. La façon la plus facile de tromper le public sur les sujets scientifiques, ça n'est pas de manipuler la science. Certes, il existe des façons de le faire, et nous en parlerons dans une mini-série à venir. Mais la marge de manœuvre est en réalité bien plus étroite que tu ne le crois. Non, le plus facile, c'est simplement de manipuler directement le public, de lui donner une fausse image de ce qu'a démontré la science et de semer le doute. En d'autres termes, de faire de la fausse vulgarisation. Et malheureusement, sans méthodologie, tu peux très facilement te faire avoir. Contre cela, il y a pourtant une solution toute simple. La solution, c'est de connaître la méthode de vulgarisation. Tu sauras alors reconnaître par toi-même si tu es ou non face à un vulgarisateur respectable. Donc, je n'aurai pas nécessairement besoin de lire la littérature scientifique. Ouf. Mais je pourrais reconnaître les vulgarisateurs sérieux par moi-même. Exactement. Ok. Je sens que tu es pressé de m'expliquer la méthode de vulgarisation. Mais d'où la tires-tu d'abord ? Je vais, là encore, avant tout, me reposer sur ta logique. Cependant, mon argumentation est grandement inspirée des règles éditoriales du Wikipédia anglophone et tout particulièrement des recommandations spécifiques aux affirmations médicales. Ma position est que les grandes lignes de ces recommandations doivent être appliquées à toutes les sciences, y compris les sciences humaines et sociales. Je vais donc te présenter ces recommandations de Wikipédia en termes généraux, sans m'attarder sur ce qui est spécifique à la médecine. Pour faire court, en tant que vulgarisateur, tu dois d'abord de considérer que la littérature scientifique peer-reviewed, ou au minimum de la littérature dont toutes les affirmations scientifiques découlent de textes peer-reviewed. Deuxièmement, tu dois baser ta compréhension des faits avant tout sur des études secondaires. Et troisièmement, tu dois respecter la hiérarchie des preuves. Oh là, tu m'as perdu là. Ne t'inquiète pas, on va voir chaque point un par un. Le premier point est déjà clair. Tu as déjà expliqué pourquoi les articles et livres peer-reviewed sont la seule source valable de preuves scientifiques pour le public. Vu que le vulgarisateur s'adresse au public, toutes ces affirmations doivent pouvoir être retracées jusqu'à des preuves dont un niveau minimum de rigueur est assuré par l'éditeur peer-reviewed. Exactement. Par contre, il va falloir que tu m'expliques les deux autres points, car je n'ai pas d'idée de ce qu'est une étude secondaire, ni de ce qu'est la hiérarchie des preuves. Ok, commençons donc par voir ce qu'est une étude secondaire. Dans le monde scientifique, il existe deux familles de protocoles de recherche, les études primaires et les études secondaires. Une étude primaire, c'est une étude permettant d'établir des preuves de terrain. C'est par exemple une expérience scientifique ou encore une analyse d'indices de terrain, comme par exemple des indices historiques ou des données économiques. On les appelle études primaires par analogie avec les sources primaires.
En effet, une telle étude est décrite dans un article rédigé par les chercheurs ayant eux-mêmes mené l'étude. Cela s'apparente donc à une information de première main, bien qu'elle soit publiée auprès d'un éditeur peer-reviewed. Wikipédia les considère donc comme des sources primaires. De l'autre côté, une étude secondaire, c'est une étude sur des études. Le rôle d'une étude secondaire, c'est d'analyser et faire la synthèse des différentes études primaires sur un sujet. Et tu t'en doutes, on les appelle études secondaires par analogie avec les sources secondaires. C'est d'ailleurs ainsi que Wikipédia les considère. Remarque que les études secondaires sont aussi appelées revues de la littérature scientifique, ou juste revues, pour faire plus court. Et en anglais, revue, ça se dit review. Donc, review et études secondaires, c'est synonyme. Exactement. Et est-ce que peer-reviewed et review, c'est synonyme? Non. Review, c'est le diminutif de revue de la littérature scientifique. Alors que peer-reviewed, ça veut dire revue par des pairs. Toutes les études, qu'elles soient primaires ou secondaires, doivent être revues par des pairs. Mais toutes les études revues par des pairs ne sont pas forcément des revues de la littérature, c'est-à-dire des études secondaires. Je vais réfléchir. Et pourquoi tu me dis que le vulgarisateur doit avant tout se baser sur des études secondaires? Après tout, n'est-il pas mieux de se baser sur des études primaires, vu que ce sont des informations de première main? Non, faire l'analyse et la synthèse d'études primaires, c'est bien plus compliqué que tu ne le crois. Cela demande une forte expertise sur le sujet. Il faut sélectionner de façon non biaisée les études primaires, évaluer la solidité des preuves établies par chacune et évaluer leur risque de biais. Tout cela demande de suivre méticuleusement un protocole de recherche d'études secondaires. Si le vulgarisateur tente de faire ce travail au doigt mouillé, il est garanti de se le fourrer dans l'œil. Aïe. De plus, un vulgarisateur doit traiter avec précaution les études primaires, même lorsqu'elles sont revues par des pairs. Pourquoi? Après tout, si elles sont déjà peer-reviewed, elles sont fiables. Non, pas forcément. La revue par des pairs, ça permet de grandement déminer le terrain. Mais certains problèmes sérieux peuvent passer inaperçus lors du peer reviewing. Le vulgarisateur a besoin d'un guide de confiance pour naviguer ce terrain partiellement déminé. Et ce guide de confiance, ce sont les études secondaires. Et est-ce qu'une étude secondaire a elle aussi besoin d'être publiée auprès d'un éditeur peer-reviewed? Absolument, je dirais même que c'est encore plus essentiel. En fait, les études secondaires sont par nature plus sujettes aux biais que les études primaires. Donc, vérifier que le protocole de recherche d'études secondaires est correctement suivi et que les critères de fiabilité sont bien remplis, c'est encore plus important. Et ça, c'est le rôle des éditeurs peer-reviewed. De plus, vu le poids plus important que les biais peuvent avoir dans ce genre d'études, le vulgarisateur doit être encore plus attentif à la déclaration de conflit d'intérêts adossée à l'article. D'accord. Et qui codifie les critères de fiabilité vérifiés au moment de la revue par des pairs dans le cas des études secondaires? Exactement comme pour les études primaires, c'est la métascience. C'est quoi ça déjà? Rappelle-toi de l'épisode sur la métascience. La métascience, elle aide à la codification des différents protocoles de recherche ainsi qu'à leurs critères de fiabilité. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, c'est aussi la métascience qui codifie les protocoles de recherche d'études secondaires. Absolument. Donc, pour résumer, un vulgarisateur se doit de rester humble. Il ne doit pas prétendre effectuer sa propre analyse des études primaires. Il doit au contraire se baser sur des études secondaires qui sont justement là pour lui faciliter le travail. Exactement. Les revues de la littérature doivent être son fil conducteur, ce qui bien sûr ne l'empêche pas d'approfondir sa compréhension en lisant les études primaires qui y sont citées. Tu me dis que les revues de la littérature font l'analyse et la synthèse des études primaires, mais comment font-elles pour déterminer quel poids donner à chaque étude primaire dans leur synthèse? Elles évaluent la solidité des preuves établies par chaque étude primaire et le risque de biais. Dit autrement, les études secondaires évaluent la qualité méthodologique des différentes études primaires et leur position dans la hiérarchie des preuves. Ah, voilà la hiérarchie des preuves. C'est quoi ça? Rappelle-toi de l'épisode sur la métascience. Le rôle de ce domaine de recherche, c'est aussi de mesurer la solidité des preuves. Il en résulte une classification des différents protocoles de recherche selon la solidité des preuves qu'ils permettent d'établir.
Par exemple, en médecine, la métascience a établi qu'un essai clinique, c'est-à-dire une expérience sur des humains, eh bien cela sera toujours plus fiable qu'une étude sur des animaux. Une revue de la littérature donnera donc plus de poids dans sa synthèse à un essai clinique qu'à une expérience sur des animaux. Et est-ce que toutes les études secondaires se valent? Non, il en existe différents types. Mais d'après la métascience, le type d'études secondaires le plus solide, ce sont les méta-analyses et les systematic reviews, aussi appelées en français revues systématiques. Revue systématique et méta-analyse. Donc, c'est quoi? Pour l'instant, retiens juste que ce sont deux types d'études secondaires qui sont classés en haut de la hiérarchie des preuves. Est-ce que ces deux types d'études secondaires sont toujours considérés comme produisant des preuves des plus solides? Oui, mais à condition que, d'une part, elles intègrent dans leur synthèse des études étant elles-mêmes placées en haut de la hiérarchie des preuves, comme par exemple des essais cliniques impliquant de nombreux participants. Et deuxièmement, à condition que ces études secondaires soient publiées dans des journaux scientifiques réputés. Bon, c'est intéressant tout ça, sauf que il me semble que je n'ai toujours pas d'idée de ce qu'est précisément une revue systématique ni une méta-analyse. Alors, une revue systématique, ça a pour but de faire un inventaire systématique des études précédentes sur une question pour les résumer et les mettre en perspective. Elle doit suivre un protocole fixé à l'avance permettant de corriger au mieux les biais de l'auteur de la revue systématique. Et d'ailleurs, pourquoi les revues systématiques sont appelées ainsi? On les qualifie de systématiques car les critères de sélection des études à synthétiser sont fixés à l'avance et sont convenus avec le journal. L'auteur ne peut donc pas uniquement inclure les études qui l'arrangent dans sa synthèse. D'accord. Et une méta-analyse, alors, c'est quoi? Une méta-analyse combine les données des études précédentes sur une même question de façon à effectuer une nouvelle analyse statistique. Cette nouvelle analyse sera alors plus fiable que chacune des études prises séparément, car basée sur plus de données. Afin de s'assurer que la sélection des études précédentes n'est pas biaisée, il est cependant préférable de commencer par faire une revue systématique avant de faire la méta-analyse des études sélectionnées. Pour cette raison, les méta-analyses sont en général du 2 en 1, c'est-à-dire une revue systématique suivie d'une méta-analyse. Alors, tu as illustré tout ça pour la médecine. Mais est-ce qu'il existe des revues systématiques et des méta-analyses pour tous les autres domaines de recherche? Quasiment oui. Il en existe par exemple dans les sciences du climat et dans les sciences sociales telles que l'économie. Ah, super. Mais est-ce qu'il en existe aussi dans les domaines non expérimentaux, comme l'histoire ou la géopolitique? Ce type d'études secondaires n'est pas forcément adapté à tous les domaines de recherche. Mais par contre, il existe bien des études secondaires dans tous les domaines de recherche. Donc, quel que soit le domaine, le vulgarisateur doit privilégier les études secondaires, et tout particulièrement des revues systématiques et méta-analyses, si disponibles. Exactement. J'ai déjà parcouru quelques revues systématiques ou méta-analyses. Les lire demande quand même souvent un certain niveau de connaissance, même en ne lisant que les parties les moins techniques. N'y a-t-il pas d'autres sources d'informations plus accessibles que le vulgarisateur peut utiliser, ne serait-ce que pour acquérir les bases d'un sujet? Oui, certaines maisons d'édition produisent ce qu'on appelle de la littérature scientifique tertiaire, c'est-à-dire de la vulgarisation pour un public instruit. La littérature tertiaire, cela inclut par exemple les encyclopédies, les manuels universitaires et autres ouvrages de référence. La littérature tertiaire est particulièrement utile pour comprendre le gros d'un sujet. Il faut ensuite compléter cette lecture par les revues systématiques et méta-analyses sorties depuis sa publication afin de se mettre à jour des dernières avancées. Dans tous les cas, la littérature tertiaire est tout de même censée se baser sur des preuves solides. Donc elle est elle-même censée se baser sur les revues systématiques et méta-analyses qui étaient disponibles au moment de l'écriture de l'ouvrage. Et comment savoir si un ouvrage de littérature scientifique tertiaire est bien fiable? En évaluant le mécanisme qui régit sa maison d'édition et ses auteurs. En l'occurrence, ces auteurs sont presque toujours des chercheurs universitaires, et ces maisons d'édition sont souvent ce qu'on appelle des presses universitaires, c'est-à-dire des filiales d'universités de renom rémunérées par la vente de livres. Tu as par exemple Oxford University Press, Cambridge University Press, etc. Tout cela pour dire que les presses universitaires peuvent aider les vulgarisateurs à comprendre le gros d'un sujet.
N'y a-t-il pas d'autres institutions d'expertise qui peuvent aussi y contribuer? Oui, certains organismes publics ou internationaux produisent de la vulgarisation et des recommandations prescriptives. En médecine, tu as par exemple le CDC, Center for Disease Control, ou l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ces deux organismes écrivent notamment des recommandations de pratiques cliniques. Le but est d'aider le public et les décideurs à faire des choix éclairés pour les décisions médicales ou de santé publique. Là encore, ces organismes sont censés se baser sur des preuves solides. Donc idéalement, ils doivent se baser sur des revues systématiques et méta-analyses. Et comme toujours, c'est le mécanisme régissant une telle institution qui te permet de juger de la fiabilité de son travail. Bon, je vois que la lecture de revues systématiques et méta-analyses, cela reste au cœur de tout travail de vulgarisation. Et cela, que cette lecture soit faite directement par le vulgarisateur ou par l'intermédiaire préalable de la littérature tertiaire ou encore d'organismes publics ou internationaux. Absolument, car au final, c'est la solidité des preuves qui doit trancher. Mais comment doit faire le vulgarisateur si aucune revue systématique ni méta-analyse n'est publiée sur le sujet qu'il occupe? En ce cas-là, le vulgarisateur doit s'en remettre aux autres types de revues de la littérature. Cependant, il doit avoir en tête que ces derniers sont plus sujets au biais que des revues systématiques et méta-analyses. Il doit donc être encore plus attentif à la réputation du journal et à la déclaration de conflit d'intérêts. Alors imaginons maintenant qu'il n'existe qu'une seule revue systématique sur un sujet, mais qu'elle ait été financée par un sponsor ayant des intérêts en jeu. Vu que c'est une revue systématique, est-ce que le vulgarisateur peut ignorer le conflit d'intérêts? Bonne question. Les règles actuelles de Wikipédia sont assez floues à ce sujet. Je vais donc te donner ma réponse personnelle. Je base ma réponse principalement sur une revue systématique de métasciences pour la médecine. Je te parlerai plus en détail de cette étude dans la mini-série intitulée « Comment manipuler la science ». Mais en gros, les auteurs concluent en soulignant le besoin de lire avec précaution les revues systématiques présentant un conflit d'intérêts. Si possible, ils recommandent de lire plutôt celles sans conflit d'intérêts. Oui, mais s'il n'existe qu'une seule revue systématique et qu'elle présente un conflit d'intérêts, le vulgarisateur doit la lire ou l'écarter? Ma réponse personnelle, c'est que, bien qu'elle ait un conflit d'intérêts, en vertu de la hiérarchie des preuves, le vulgarisateur se doit tout de même de la lire. Et surtout si elle a été publiée dans un journal réputé, vu qu'en théorie, cela suggère que la revue par des pairs a été menée de façon acceptable. Cependant, le vulgarisateur ne peut pas pour autant complètement ignorer ce conflit d'intérêts. Il doit donc lire cette revue systématique avec scepticisme et lire d'autres revues, y compris des non systématiques. Et cela tant que ces dernières sont dépourvues de conflits d'intérêts et publiées dans des journaux réputés. Cependant, je ne te cache pas que, dans une telle situation, le travail de vulgarisation devient beaucoup plus difficile et incertain. Dans une telle situation, je pense qu'il devient particulièrement pertinent de se reposer sur des institutions d'expertise. Je parle là des presses universitaires et surtout des organismes publics qui émettent des recommandations prescriptives. En effet, ces organismes peuvent formuler des recommandations, y compris lorsqu'il n'existe pas encore de revue systématique ou méta-analyse sans conflit d'intérêts. Cependant, garde en tête les incertitudes inhérentes au fait d'écrire des recommandations dans une telle situation. Pour résumer, à nouveau, un vulgarisateur doit obligatoirement fonder sa compréhension des faits sur les études secondaires. Ces dernières font la synthèse des différentes études primaires, tout en prenant en compte la solidité des preuves et les risques de biais. Le type d'études secondaires le plus fiable, ce sont les revues systématiques et les méta-analyses. Donc, si une revue systématique ou méta-analyse sans conflit d'intérêt est disponible dans un journal réputé, le travail du vulgarisateur est en fait assez simple. À l'inverse, s'il n'existe pas de telles études sans conflit d'intérêt, les choses deviennent beaucoup plus complexes et incertaines. Face à une telle situation, il devient particulièrement pertinent de déléguer la vulgarisation à des institutions produisant de la littérature tertiaire ou des recommandations prescriptives. Et comme toujours, c'est le mécanisme régissant une telle institution qui permet de savoir si elle est fiable. Exactement. Félicitations, tu sais à présent détecter si tu es face à un vulgarisateur respectable. Ah bon? Comment? Eh bien, en étant attentif au type de sources qu'il cite.
Est-ce qu'il cite des études secondaires publiées auprès d'éditeurs peer-reviewed réputés et idéalement des revues systématiques ou méta-analyses? Ou en alternative, est-ce qu'il cite au moins de la littérature tertiaire de renom? Si la réponse à ces deux questions est oui, tu as très probablement affaire à un vulgarisateur respectable. Si à l'inverse, il utilise des études primaires en bas de la hiérarchie des preuves, pour remettre en question des conclusions établies par des revues systématiques, ça pue le dénialisme. C'est un signe qu'il met en scène des études primaires dans une narration qui l'arrange. Peu importe que son dénialisme soit intentionnel ou non, tu n'es pas face à un vulgarisateur respectable. Donc, tu ne me demandes pas de lire les études par moi-même, mais tu me demandes de m'assurer que les vulgarisateurs auxquels je vais accorder ma confiance basent bien leurs propos sur des études secondaires et idéalement des revues systématiques ou méta-analyses. Exactement. Une dernière question. Tu m'as dit en début de chapitre que les principes vus aujourd'hui sont largement inspirés des recommandations du Wikipédia anglophone. Est-ce que tu peux me citer les règles en question? Bien sûr, je t'ai mis tout ça en annexe. Partie 3, chapitre 3.3 sur la vulgarisation. Interview d'expert, comment assurer qu'il est légitime pour le sujet traité? Imaginons la situation suivante. Tu vas sur YouTube et tu tombes sur l'interview d'un expert par l'un de tes influenceurs préférés. Comment fais-tu pour savoir si cet invité est vraiment un expert? Comment fais-tu pour t'assurer que ça n'est pas une imposture? Par exemple, comment t'assures-tu qu'un historien est vraiment un historien? Ou qu'un économiste est vraiment un économiste? Déjà en jugeant le contenu de son message. Si ce qu'il dit me semble vrai et argumenté, c'est qu'il est sans doute un expert. Non, ça serait d'une telle arrogance. Seul un chercheur spécialisé sur le même sujet a les connaissances nécessaires pour évaluer des propos d'expertise. Alors, il faut que cet invité ait au moins publié des livres, alors. Ça dépend de la maison d'édition. Si c'est un éditeur classique, c'est-à-dire pas un éditeur peer-reviewed, ça ne lui procure en rien un statut d'expert. N'importe qui peut écrire n'importe quoi chez les éditeurs classiques. Leur seul critère, c'est est-ce que ça se vendra bien? Bon, alors il faut que je m'assure que cet invité soit diplômé dans son secteur. Alors, s'il a fait des études en économie, alors c'est un économiste. S'il a fait des études d'histoire, alors c'est un historien. Et s'il a le permis de conduire, alors c'est un garagiste. Non, blague à part, c'est largement insuffisant. Être diplômé dans un domaine ne donne en rien le statut d'expert, pas même avec un doctorat. Bon, alors on va essayer autre chose. Il faut que cet invité soit chercheur dans une institution réputée. C'est bien mieux, mais ça reste insuffisant. Être chercheur dans un domaine, ça ne garantit en rien d'être expert dans d'autres domaines. Comment savoir si ce chercheur peut légitimement être considéré comme expert précisément sur le sujet en question? Parce qu'un chercheur qui parle de sujets en dehors de son champ de recherche, ça n'est plus un expert. Est-ce vraiment un problème? Pas forcément, mais tu ne peux alors plus traiter ses propos comme ceux d'un expert. Les chercheurs sont des humains. Lorsqu'ils s'expriment sur des sujets en dehors de leur champ d'expertise, ils sont tout autant sujets au biais que toi et moi. Ils ont leur certitude personnelle, leur idéologie et leur ego. Ça n'est pas un problème, la méthode scientifique est justement là pour contrer tous ces biais. Mais encore faut-il que les propos de l'expert soient bien le résultat de cette méthode scientifique. S'il s'exprime en dehors de son champ de recherche, tu n'en as aucune garantie. Comment faire alors? Tu dois vérifier qu'il ait une connaissance pointue de l'état de l'art, c'est-à-dire de l'ensemble des résultats de recherche sur le sujet traité. Mais comment vérifier cela? Parce que juger de cela à l'aide de mes simples connaissances, ça aussi ce serait de l'arrogance. Bien vu. Le seul moyen de vérifier cela avec certitude, c'est de t'assurer qu'il est publié sur le sujet auprès d'un éditeur peer-reviewed réputé. Et en quoi cela garantit qu'ils connaissent l'état de l'art sur le sujet? D'abord, les articles scientifiques incluent presque toujours un mini-résumé des connaissances actuelles. Le but de ce résumé, c'est de situer comment l'article s'inscrit dans le contexte de connaissances actuelles. Si ce résumé était faux, l'article ne passerait pas la revue par des pairs.
Deuxièmement, pour qu'un article puisse être publié dans un journal réputé, il est censé établir des preuves au moins aussi solides que les études précédentes. Par exemple, l'analyse doit être faite sur des échantillons au moins aussi grands ou avec une méthode d'analyse corrigeant au moins aussi bien les biais. Pour planifier une telle étude, il faut nécessairement connaître les études précédentes. Il faut donc avoir une connaissance poussée de l'état de l'art. Je vois. Donc, pour résumer, le seul critère valable pour savoir si un expert est légitime sur un sujet, c'est de vérifier qu'il a publié à ce sujet auprès des éditeurs peer-reviewed réputés. Absolument. La conséquence, c'est qu'un économiste, c'est un chercheur qui publie auprès des éditeurs peer-reviewed en économie. De même, un historien, c'est un chercheur qui publie auprès des éditeurs peer-reviewed en histoire. Sinon, ça n'est pas un expert. Dans le meilleur des cas, c'est au contraire un vulgarisateur. Ou pire, c'est un idéologue qui étaye ses propos avec des arguments qui ont l'apparence d'expertise, mais aucun expert légitime ne tomberait dans son panneau. J'ai l'impression qu'on nous présente souvent des vulgarisateurs comme des experts, d'après ce que tu dis. Malheureusement, oui. C'est là une faute de l'intervieweur, mais aussi de celui qui se laisse présenter comme un expert, alors qu'il n'est, dans le meilleur des cas, qu'un simple vulgarisateur. Il n'y a aucun mal à être vulgarisateur. Les vulgarisateurs sont même essentiels. Mais ils doivent se soumettre à la déontologie qui s'applique à tout vulgarisateur. Et cela commence par ne pas prétendre être ce qu'ils ne sont pas. Un vulgarisateur en économie, ça n'est pas un économiste. Un vulgarisateur en histoire, ça n'est pas un historien. Se présenter devant les médias ou réseaux sociaux comme un expert lorsqu'on est juste vulgarisateur, c'est une situation d'imposture. Il n'y a pas d'exception à ta règle ? Un expert n'est légitime que s'il connaît l'état de l'art de la recherche sur le sujet. Là-dessus, il n'y a pas d'exception. Oui, mais je veux dire, l'invité a peut-être de telles connaissances, sans pour autant avoir publié auprès des éditeurs peer-reviewed. Par exemple, un expert qui s'exprime au nom d'une institution, comme par exemple une organisation non gouvernementale ou un think tank, tu ne vas pas me dire que c'est une imposture. Ça dépend du mécanisme qui régit l'institution et de sa réputation auprès du monde de la recherche. Sois bien attentif à cela, car beaucoup d'ONG et think tanks ne sont rien d'autre que des coquilles vides pour revêtir d'un faux statut d'expert des dénialistes. Malheureusement, évaluer la réputation de telles institutions auprès du monde de la recherche, c'est assez compliqué. Donc pour rester en sécurité, je t'invite plutôt à t'en tenir à cette règle. Ne fais pas d'exception. N'accorde aucun crédit à un soi-disant expert qui n'a pas publié sur le sujet en question auprès des éditeurs peer-reviewed réputés. D'ailleurs, les experts légitimes qui travaillent pour des ONG ou think tanks réputés font de toute façon rarement exception à cette règle. En effet, de telles institutions embauchent souvent d'anciens chercheurs universitaires qu'elles encouragent à publier auprès des journaux peer-reviewed en collaboration avec des chercheurs universitaires. Donc en ce cas-là, ces experts légitimes ne font de toute façon pas exception à cette règle, bien qu'ils ne soient plus des universitaires. D'accord, mais excuse-moi d'insister, il doit quand même bien y avoir des gens qui ont une connaissance poussée de l'état de l'art dans un domaine sans pour autant avoir publié auprès des éditeurs peer-reviewed. Certes, mais tu n'as aucun moyen de le vérifier. Rappelle-toi du premier principe de notre méthodologie. Rappelle-toi de la présomption de fausseté. Tu dois donc partir du principe que tout intervenant sur les médias ou réseaux sociaux, c'est un manipulateur ou encore un idéologue sincère, mais à la dérive de ses biais. Si tu n'as pas de moyen objectif de vérifier que, au contraire, l'invité est un expert légitime, eh bien tu dois rester dans l'idée que tu es témoin d'une situation d'imposture. Oui, mais ça risque d'être injuste. Il doit quand même bien y avoir des experts qui font exception à tes critères de vérification. Peu importe, avec le test que je t'ai donné, tu réduis grandement les chances de te faire avoir. Tu ne considéreras comme experts que des gens qui le sont vraiment. Certes, tu auras quelques faux négatifs. C'est-à-dire que tu considéreras comme illégitimes des experts qui, pour quelques-uns, le sont pourtant. Mais l'avantage, c'est que ce test te donnera peu de faux positifs. C'est-à-dire que tu considéreras rarement de faux experts comme légitimes. D'ailleurs, en réalité, cette technique te donnera malheureusement quand même aussi quelques faux positifs. Elle validera donc l'expertise de quelques personnes qui n'ont en réalité pas une connaissance poussée de l'état de l'art. J'explique pourquoi en annexe. Le test que je t'enseigne te donnera donc bien suffisamment de faux positifs
pour ne pas risquer d'en obtenir davantage avec des critères plus indulgents. Oui, mais je connais plein d'experts qui font exception à ton test. Donc c'est ton test qui n'est pas bon. Je ne doute pas que ces individus échouent au test, mais je doute fortement qu'ils soient des experts légitimes. Laisse-les de côté et donne plutôt une chance à ceux qui passent le test. Pour rappel, la méthodologie que je t'enseigne, c'est un peu l'idée selon laquelle tu dois chercher la lumière auprès du soleil plutôt que de la luciole. Mon but est que tu ne te fasses influencer par rien d'autre que les analyses les plus rigoureuses. Avec ce que je t'enseigne, tu vas droit vers la source la plus compétente. Maintenant, à moi de te poser une question. Pourquoi cette insistance à vouloir considérer comme expert quelqu'un dont la légitimité est questionnable ? La compétition pour capter l'attention du public est rude. Pourquoi cette insistance à mettre les experts indiscutables en compétition avec de potentiels dénialistes ou idéologues ? La réponse que je suspecte, c'est que tu es à la recherche d'experts qui disent ce que tu as envie d'entendre. Oui, mais est-ce qu'en acceptant de ne reconnaître que l'expertise de tes chercheurs ayant publié auprès d'éditeurs peer-reviewed réputés, il n'y a pas un risque de pensée unique? En fait, tu élimines plein de pensées, plein d'opinions possibles. Pas du tout. Au contraire, le mécanisme régissant le monde de la recherche incite à remettre en question les connaissances établies. Rappelle-toi du chapitre sur les journaux scientifiques. Tout ce qui est demandé, c'est que ces remises en question soient faites avec des preuves au moins aussi solides que les études précédentes. Et d'ailleurs, cette exigence s'applique dans les deux sens. Elle s'applique aussi aux études venant confirmer les connaissances établies. Attention aux chevaliers blancs, ces prétendus experts qui ne publient rien dans la littérature scientifique, mais l'ouvrent bien grand dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ces chevaliers blancs se prétendent victimes de l'ostracisme du monde de la recherche. Leurs preuves sont prétendument trop dérangeantes pour passer la revue par des pairs. Franchement, tu ne trouves pas ça louche qu'ils préfèrent convaincre le public plutôt que les chercheurs ? Ne te fais plus avoir. La réalité est que ces chevaliers blancs préfèrent se soustraire à l'exercice de la démonstration scientifique. Ils ont beau être souvent sincères, ils n'en sont pas moins des obscurantistes. Pour conclure, un expert s'adressant au public ne peut légitimement être présenté comme tel que s'il a publié sur le sujet auprès des éditeurs peer-reviewed réputés. Ne perds plus ton temps avec des imposteurs. Et attention, même des chercheurs peuvent être en position d'imposture. Dans le monde de la recherche aussi, on trouve des arrogants qui abusent de leur statut d'expert pour créer la polémique sur des choses pourtant en dehors de leur champ d'expertise. Malheureusement, l'ego et les certitudes personnelles sont parfois plus forts que la déontologie. À toi d'être exigeant. Partie 3, chapitre 3.3.1. Ceci est l'annexe du chapitre sur comment tester la légitimité d'un expert. Pourquoi ce test te donnera quand même des faux positifs? Pour rappel, le but de s'assurer qu'un expert ait publié sur le sujet auprès d'un journal peer-reviewed réputé, c'est de s'assurer qu'il ait une connaissance poussée de l'état de l'art. En théorie, pour que son article soit accepté à la publication, l'auteur doit expliquer en quoi son étude répond à une question jusqu'ici sans réponse, ou apporte des preuves au moins aussi solides que les études précédentes. L'auteur doit donc citer les preuves solides des études précédentes et expliquer ce qu'apporte de plus son article. Donc typiquement, l'auteur doit citer les revues systématiques et méta-analyses précédentes s'il en existe. C'est au journal scientifique de s'assurer que cette tâche a été effectuée correctement par l'auteur. Malheureusement, ce qu'ont montré certaines études de métasciences, c'est que certains journaux scientifiques ont échoué de manière récurrente à faire respecter ces principes. Parmi les journaux fautifs, certains sont pourtant réputés. Tu as donc des articles qui ont passé la publication auprès d'éditeurs réputés alors qu'ils n'auraient pas dû, ou du moins pas en l'état. Les auteurs concernés ont donc réussi à publier alors qu'ils n'avaient pas correctement démontré une connaissance poussée de l'état de l'art. Du point de vue du test que je t'ai enseigné, ces auteurs sont donc des faux positifs. Et que puis-je faire pour éviter cela? Rien. Ça n'est pas ton boulot de vérifier qu'un auteur ait correctement expliqué le contexte de connaissance dans lequel s'inscrit son article. C'est là le boulot du journal scientifique. Heureusement, des études de métasciences comme celles que je viens de te citer permettent de pointer du doigt les journaux manquant à leur devoir. La métascience permet donc en quelque sorte d'humilier les journaux pour qu'ils s'améliorent. Encore une fois, le mécanisme que je te décris, c'est un mécanisme imparfait, constamment détourné,
est constamment en amélioration. Mais ce mécanisme permet, dans son ensemble, d'assurer la prévalence des preuves solides sur les preuves fragiles. Et cela malgré les biais et le pouvoir de l'argent. Partie 3, chapitre 3.3.2 sur la vulgarisation. Tutoriel sur comment vérifier la légitimité d'un expert. Ceci est un tutoriel vidéo avec partage d'écran. Cependant, vous pouvez aussi simplement écouter sa version audio. Dans l'épisode précédent, tu as défini ce qu'est un expert légitime lors de son intervention auprès du grand public. Selon toi, un individu ne peut légitimement parler en tant qu'expert devant le public que s'il a une connaissance poussée des preuves existantes sur le sujet. Et cela que cet individu s'exprime dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Donc, toute personne ayant une connaissance poussée des preuves sur un sujet peut légitimement s'exprimer en tant qu'experte devant le public. Mais, il y a un mais, il n'y a qu'un seul moyen de vérifier avec certitude un tel niveau de connaissance. Ce moyen, c'est de s'assurer que le prétendu expert a publié sur le sujet auprès des éditeurs peer-reviewed réputés. Exactement. Bon, mais concrètement, comment puis-je vérifier cela ? Comment puis-je vérifier qu'une personne a récemment publié sur un sujet auprès des éditeurs peer-reviewed réputés ? C'est ce que tu vas voir dans le tutoriel d'aujourd'hui. Pour cela, je vais utiliser l'exemple d'Esther Duflo. On va donc vérifier ensemble si cette chercheuse peut légitimement s'exprimer en tant qu'économiste dans le débat public. Spoiler alert, c'est bien le cas. Pourquoi avoir choisi Esther Duflo pour ton exemple ? Parce qu'elle n'est pas polémique. Je veux que tu te concentres sur le test lui-même, pas sur la personne testée. Tu pourras tester par toi-même cette technique avec des personnes plus clivantes. Commençons donc tout de suite la démonstration. Commence par taper le nom de l'experte dans ton moteur de recherche préféré, suivi du mot « Scholar ». Donc tu tapes Esther Duflo, espace « Scholar ». En premier résultat, tu trouves le profil d'Esther Duflo sur Google Scholar. Les profils Google Scholar, c'est un peu l'équivalent de LinkedIn pour les chercheurs. Tu peux y voir la liste des publications d'un chercheur auprès des éditeurs peer-reviewed. Par défaut, les résultats sont classés selon le nombre de citations. Laisse les choses classées ainsi. Remarque cependant que tous les chercheurs ne se sont pas forcément créés un profil dans Google Scholar. Imaginons un instant qu'Esther Duflo ne s'en soit pas créé un. En ce cas-là, tu peux plutôt utiliser Semantic Scholar. Il s'agit là d'un équivalent des profils Google Scholar, mais les profils y sont créés automatiquement, sans que le chercheur concerné n'ait à faire quoi que ce soit. C'est donc une bonne alternative. Cherche donc dans ton moteur de recherche Esther Duflo, espace Semantic Scholar, et tu tombes directement sur son profil. Pourquoi alors ne pas m'avoir immédiatement recommandé Semantic Scholar, vu que c'est plus complet ? Le truc qui me déplaît avec Semantic Scholar, c'est qu'il n'indique pas lorsqu'un article a été rétracté. En effet, un article rétracté, ça ne compte pas. Revenons donc au profil Google Scholar d'Esther Duflo. Tu vas chercher dans la liste de ces articles ceux datant d'il y a moins de 10 ans. En effet, on veut quand même s'assurer qu'elle soit encore suffisamment à jour dans ses connaissances. Par exemple, en 5e position, je trouve un de ces articles datant de 2015, publié par le journal American Economic Journal of Applied Economics. Il te faut maintenant identifier qu'il s'agisse bien d'un journal réputé. L'outil gratuit le plus pratique pour cela, c'est SJR, aussi appelé SciMyGo. Donc va sur SJR et cherche-y le nom du journal. Une fois dans la page du journal, descends dans la partie quartile. Tu peux alors voir que dans la catégorie économie, économétrie et finance, ce journal était classé dans le premier quartile en 2015 lorsque Esther Duflo y a publié son article. Ça veut dire quoi, premier quartile ? Ça veut dire que le journal est dans le top 25% des journaux les plus réputés pour ce domaine de recherche. Pour être sûr que la revue par des pairs ait été faite à peu près correctement, je te conseille d'exiger que le journal soit dans le premier ou second quartile. Les journaux les plus réputés sont en effet ceux qui ont le plus à perdre s'ils compromettent leur réputation. Et organiser une revue par des pairs médiocres, c'est mauvais pour leur réputation. Donc en théorie, ils ne bâclent pas trop souvent la revue par des pairs. C'est quand même un peu arbitraire d'exiger que le journal soit dans le top 50%. Pourquoi pas ne plutôt exiger qu'il soit dans le top 51% ou 52%?
Oui, c'est arbitraire, mais il faut bien que je te donne des repères, même si j'avoue que c'est un peu de la grosse maille. Tout cela pour dire que si dans notre cas, le journal n'avait ni été en premier quartile ni en deuxième quartile, eh bien tu aurais dû considérer que cet article d'Esther Duflo ne lui permet pas de valider notre test. Tu aurais donc dû continuer avec un autre de ces articles pour voir si le journal ou l'article a été publié, et cette fois-ci dans le premier ou deuxième quartile. Assure-toi qu'un chercheur ait publié au moins 3-4 articles dans de tels journaux pendant les 10 dernières années, avant de le considérer comme un expert légitime pour le débat public. T'es dur. Si le journal est classé dans le troisième quartile, est-ce vraiment si pourri que ça? Là n'est pas la question. Encore une fois, ce que je t'enseigne, c'est un peu l'idée selon laquelle tu dois chercher la lumière auprès du soleil plutôt que de la luciole. Le but de notre méthodologie, c'est que tu ne te fasses influencer par rien d'autre que les analyses indépendantes les plus rigoureuses. Donc en l'occurrence, tu veux écouter les chercheurs ayant réussi à publier dans les meilleurs journaux. Et tu me dis de réitérer le test jusqu'à trouver au moins 3-4 articles dans des journaux de ce premier ou second quartile. Pourquoi 3-4 articles et pas plutôt 5 ou 6, 1 ou 2? Là encore, c'est arbitraire. Ok. Par contre, j'ai essayé de réitérer l'opération pour un deuxième article d'Esther Duflo, mais là, j'ai un problème. Il s'agit d'un article publié en 2018 dans The Econometrics Journal, mais ce journal n'est pas référencé dans SJR. Oui, SJR est incomplet en matière d'économie. En ce cas-là, tourne-toi vers Ideas, qui a un répertoire bien plus complet en économie. Donc tu vas sur Ideas, et tu vas dans la section concernant les journaux uniquement, classés selon leur facteur d'impact au cours des 10 dernières années. Maintenant, fais un CTRL F pour y trouver le journal en question. Tu vois que ce journal arrive en 12e position pour une liste de plus de 2500 journaux. C'est donc là encore un journal du premier quartile. Donc super, ça fait un point de plus pour Esther Duflo. Plus que 1 ou 2 points comme ça, et tu pourras vraiment la considérer comme une économiste légitime pour le débat public. Pour conclure, aujourd'hui, tu as vu comment vérifier si un expert peut légitimement être présenté comme tel devant le public. Bien sûr, pour Esther Duflo, la réponse est oui. Mais je compte sur toi pour appliquer ce test à tout autre expert intervenant sur les réseaux sociaux ou les médias. Et tout particulièrement pour les experts qui disent des choses avec lesquelles tu es d'accord. Partie 3, chapitre 4. Les think tanks sont-ils fiables? Pas vraiment, non. Mais Je t'ai entendu parler de think tank précédemment, sans que tu expliques de quoi il s'agit. Alors, allons-y. Qu'est-ce donc? un think tank, c'est un centre d'expertise dans le but d'informer et d'influer sur les politiques publiques. Certains think tanks sont complètement affiliés à un parti politique en particulier. En ce cas-là, on peut les considérer comme la matière grise du parti politique. D'autres think tanks n'ont pas d'affiliation affichée, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'ils sont indépendants. Les think tanks prétendent souvent établir des faits, je veux dire des preuves. Dit autrement, ils prétendent souvent faire un travail de source secondaire. Certains font ce travail avec sérieux, ce qui permet d'éclairer les journalistes et décideurs sur des faits que ces derniers n'auraient pas les moyens d'établir par eux-mêmes. Est-ce que les journalistes et décideurs n'auraient vraiment pas les moyens d'établir ces faits en se passant des think tanks? L'expertise, ça coûte très cher. À titre d'exemple, le Brookings Institute, qui est l'un des think tanks les plus réputés au monde, eh bien, il a un budget d'environ 100 millions de dollars par an. Mais est-ce que les think tanks sont fiables? Beaucoup ne le sont absolument pas. Comme toujours, c'est le mécanisme régissant une institution qui te permet de juger de sa fiabilité. Un think tank est une organisation à but non lucratif. Donc tu dois évaluer les 3 critères d'indépendance que nous avons vus en partie 1. Pour rappel, ces 3 critères sont d'abord l'absence de conflit d'intérêts à la tête de l'institution. Deuxièmement, les entrées d'argent doivent être motivées par la réputation de l'institution. Et troisièmement, l'argent doit provenir de plein de clients ou donateurs dépensant des sommes à peu près équivalentes. Et du coup, les think tanks remplissent comment ces 3 critères? Beaucoup échouent dès le premier critère et ne sont donc que des outils de manipulation. D'autres, plus rares, remplissent les 2 premiers critères avec succès, mais je n'en connais aucun qui remplisse complètement le 3e critère.
même les think tanks réputés souffrent d'une dépendance excessive vis-à-vis de leurs donateurs. Un petit peu de la même manière que les universités, alors. Et pourtant, la plupart des universités sont fiables. Oui, mais le mécanisme qui régit la recherche universitaire est complété par les éditeurs peer-reviewed. Comme vu dans les chapitres précédents de la partie 3, les éditeurs peer-reviewed viennent apporter les rouages manquants nécessaires pour aboutir à un mécanisme fiable. Les think tanks ne publient en général pas auprès de ces éditeurs, donc rien ne vient équilibrer la balance dans le mécanisme qui les régit. Rien ne vient compenser le fait qu'ils remplissent de façon insatisfaisante le troisième critère d'indépendance financière. Pour finir, je rajoute que les universités génèrent souvent des revenus qui leur sont propres, ce qui permet de réduire leur dépendance vis-à-vis des donateurs. Par exemple, les universités se rémunèrent en partie grâce aux frais de scolarité, grâce à leurs maisons d'édition ou grâce à leurs hôpitaux universitaires. À l'inverse, pour les think tanks, les donations et bourses de recherche sont souvent la seule source majeure de revenus. Mais du coup, est-ce que cela veut dire que je dois jeter à la poubelle toutes les preuves et les productions établies par les think tanks? Pas forcément. Mais cela veut dire que tu ne peux pas utiliser un think tank comme premier maillon de ta chaîne de délégation. Tu dois au contraire te fier aux médias qui remplissent les 3 critères d'indépendance et que tu as identifiés comme compétents grâce à ce que je t'ai enseigné jusqu'ici en partie 3. Tu délègueras donc à ces médias l'évaluation de la fiabilité de chaque think tank, sujet par sujet. Donc oui, certaines preuves établies par des think tanks sont fiables, mais c'est à la presse indépendante et compétente de les identifier au cas par cas. Et dans tous les cas, les preuves établies par des universités et publiées auprès d'éditeurs peer-reviewed réputés seront toujours plus fiables que celles établies par un think tank, même réputé. Pourquoi ? Parce que le mécanisme régissant la recherche universitaire est toujours plus fiable que celui régissant un think tank. Conclusion de la partie 3 et de l'ensemble du cours. Félicitations, tu as maintenant la théorie nécessaire pour ne plus te faire avoir sur les sujets scientifiques. Et pas uniquement les sujets scientifiques d'ailleurs, mais tous les sujets investigués par le monde de la recherche. Donc on parle d'histoire, de géopolitique, de jurisprudence, etc. Résumons un peu le cheminement logique de ce cours. Dans la partie 1, tu as appris à identifier les institutions indépendantes. Et tout au long de cette partie 1, j'ai insisté sur l'importance du journalisme. La presse est en effet le premier maillon de la chaîne de délégation. C'est-à-dire que tu peux déléguer à peu près tout à un journal de confiance, mais par contre, c'est ta responsabilité d'évaluer la fiabilité de ce journal. Pour cela, tu dois l'évaluer sous 2 angles. D'abord, sa sincérité, et deuxièmement, sa rigueur journalistique. Concernant sa sincérité, tu peux la mesurer en évaluant son indépendance. Et pour cela, tu dois évaluer le mécanisme qui régit le journal. Je t'ai alors enseigné les 3 critères d'indépendance financière pour que tu puisses évaluer l'indépendance d'une institution privée comme par exemple un journal. Le problème, c'est qu'être indépendant, ça ne veut pas dire être rigoureux. Même indépendant et sincère, les idéologues ne sont rien d'autre que des idéologues. D'où l'importance du deuxième angle d'évaluation. Je veux dire la rigueur journalistique, autrement dit la compétence journalistique. Et un excellent moyen d'évaluer la rigueur d'un média, c'est d'évaluer sa vulgarisation sur les sujets issus de la recherche. En effet, comme tout individu, un journaliste a son idéologie et ses biais. Mais s'il suit la méthode de vulgarisation, ces biais seront en arrière-plan par rapport aux faits. Donc un journaliste qui fait correctement de la vulgarisation, c'est un excellent indicateur de sa rigueur. En effet, cela indique qu'il est capable d'appliquer la méthode de vulgarisation jusqu'au bout, sans être interrompu par ses biais. En contrôlant par toi-même si un journaliste a bien suivi la méthode de vulgarisation, tu pourras alors évaluer si ce journaliste est rigoureux, au moins pour les sujets d'expertise. Donc félicitations, tu as à présent bien plus d'éléments pour identifier la presse qui mérite ta confiance. Au boulot maintenant. J'y vais. La partie théorique de ce cours est maintenant terminée. Pour tout ce cours, je me suis efforcé de citer le moins de faits possible. Ma démarche était en effet de partir du principe que nous n'étions d'accord sur rien. Nous avons donc établi ensemble, par pure logique, les principes qui permettent d'établir les faits et de déléguer correctement. Maintenant que tout cela est convenu, je vais enfin pouvoir illustrer ce qu'on a vu avec des exemples factuels. Je te propose maintenant d'écouter 2 mini-séries portant sur les sciences. La première s'intitule «
Les universités américaines étaient-elles indépendantes avant le second mandat de Donald Trump? Dans cette mini-série de 3 épisodes, tu verras si les universités américaines de prestige remplissent bien les 3 critères d'indépendance financière. Dans un des épisodes précédents, je t'avais fait une version courte pour cette question. Il s'agit là de la version longue. La seconde mini-série s'intitule « Comment manipuler la science ». Je t'illustrerai cela avec l'exemple de la médecine. L'importance des journaux peer-reviewed prendra alors tout son sens. Tu comprendras pourquoi les critères de fiabilité établis par la métascience sont essentiels pour lutter contre les différents biais, et tout particulièrement le biais de conflit d'intérêts. Ces mini-séries sont optionnelles, mais je peux te garantir que tu en apprendras beaucoup.